bien connu de Laudane. Alors l'article de Laudane, il est paru dans un volume qui a été publié en l'honneur de Adolf Grünbaum. Alors c'est très important parce que c'est un philosophe des sciences qui a travaillé justement sur la psychanalyse, et dont la thèse était, mais en fait, la psychanalyse, c'est falsifiable, contrairement à ce que dit Popper. Et ça n'en reste pas moins une pseudo-science. Donc voilà, c'est un volume en l'honneur de quelqu'un qui a beaucoup critiqué Popper sur l'idée que son critère n'était pas suffisant. Et donc, l'article de Laudane, il est important parce que, bon, il va critiquer les critères de démarcation existants, il va dire, bon, le critère du cercle de Vienne, le critère de Popper, ça ne marche pas. Mais surtout, ce qu'il va critiquer, c'est, mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'on chercherait un critère? À quoi ça sert, en fait? Qu'est-ce qu'on est exactement en train de faire? Quel est le but philosophique de cette entreprise? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est intéressant? Alors, déjà, Laudane va partir d'une observation qui est assez intéressante et qui va être assez cruciale pour la suite, c'est de dire que, selon lui, la recherche d'un critère de démarcation entre science et non-science remonte à Platon. Et là, tout de suite, on se dit quoi? Pourtant, l'idée de la science, d'une certaine façon, au sens contemporain du terme, c'est quelque chose qui est assez récent, qui apparaît au XVIIe, au XVIIIe siècle avec la révolution scientifique. Mais justement, Laudane n'est pas complètement idiot, il en est bien conscient. Il dit juste qu'en fait, du coup, l'objet de la recherche a changé. Il dit, voilà, dans l'Antiquité jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, quand on cherche un critère de démarcation, on cherche un critère de démarcation entre la connaissance, la vraie connaissance, et la simple opinion. C'est quelque chose que vous pouvez reconnaître de vos études sur Platon, etc. Il dit, voilà, ce qu'on cherche, c'est savoir qu'est-ce que c'est vraiment connaître quelque chose, et qu'est-ce que c'est juste croire quelque chose. En gros, c'est le sujet de la philosophie de la connaissance aujourd'hui, pas le sujet de la philosophie des sciences, vous voyez. Il dit, voilà, à quoi on reconnaît une véritable connaissance. Et donc, il va dire, souvent, un critère qui était donné, c'était que c'était une connaissance qui était apodictique, dans le sens de nécessairement démontrer. On avait des preuves qui montraient que c'était comme ça et pas autrement. La vraie connaissance, c'est celle qui est certaine. Et ce que Laudane dit, c'est que, à partir du 19e siècle, suite à la révolution scientifique, le mot science n'a pas le même sens. Ce n'est pas la connaissance parfaite, le plus haut degré de connaissance, c'est un type particulier d'activité. On a remarqué qu'il y a des gens qui faisaient de la physique, de la chimie, de la biologie. On a vu que ça marchait pas mal bien, mais c'est un type particulier d'activité. Ce n'est pas la connaissance parfaite, et c'est d'autant moins la connaissance parfaite que le développement des sciences nous a donné un modèle de la connaissance qui n'est pas uniquement celui des maths, qui était le modèle de la perfection avant, qui nous a donné l'idée qu'il y a des types d'activités épistémiques, de recherche de la vérité, qui sont bonnes, mais qui sont faillibles, parce que la science est faillible. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer ça. Et ce qu'il dit, voilà, c'est que du coup, on se retrouve avec un sens différent du mot science et un sens dans lequel il faut accepter l'idée que la science est faillible. Et il dit, autant avant, du coup, quand on définissait la science comme la connaissance parfaite, l'épistémé, on pouvait dire, voilà, la science, c'est ce qui a été démontré selon des bonnes raisons, de façon indiscutable. Là, ça ne va pas marcher, on ne peut pas utiliser la même chose. Donc il dit, voilà, on va arriver dans un cas, on va essayer de définir la science comme une activité, et on va essayer de la définir à partir de la méthode, pas à partir des raisons qu'on a pour les conclusions qu'elle donne, parce qu'elle ne donne pas forcément des conclusions nécessaires. Elle peut se tromper. Donc vous voyez, il y a déjà un décalage. Ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que c'est assez différent de ce qu'essayaient de faire les philosophes antiques, ce que font les philosophes contemporains quand ils essayent de définir ce qu'est la science. Alors, Laudane dit, voilà, mais il faut quand même se poser 3 questions sur l'idée de critères de démarcation, maintenant qu'on a fait un peu l'histoire. Déjà, il faut se demander quels sont les critères qui nous permettent de juger qu'un critère de démarcation est adéquat ou meilleur qu'un autre. C'est-à-dire, voilà, on est plusieurs philosophes, on va chercher quelle est la démarcation entre la science et les autres activités, mais comment est-ce qu'on sait qu'un critère est meilleur que l'autre? La deuxième, c'est quelle forme doit avoir le critère de démarcation? Qu'est-ce qu'on cherche exactement comme type de formulation? Et la troisième, c'est quelles sont les implications pratiques liées à ce critère? Pourquoi c'est important? Et qu'est-ce que ça nous conduit à faire une fois qu'on a dit que quelque chose était scientifique et quelque chose n'était pas de la science? Donc ça, je vais en reparler plus tard, mais je vais déjà me concentrer sur les 2 premières questions. Et Laudane dit, il y a 2 grandes conditions qui permettent de considérer qu'un critère de démarcation est adéquat. Et quelles sont ces 2 grandes conditions? La première, c'est qu'il doit correspondre à un certain nombre de jugements pré-théoriques ou implicites sur lesquels nous nous accordons. Alors, ce que dit Laudane, c'est assez simple, c'est de dire, la recherche, la version
contemporaine du recherche du critère de démarcation, elle vient du fait qu'on a observé qu'il y a certaines activités épistémiques qu'on appelle les sciences qui produisent des connaissances quand même assez bonnes. Donc on a déjà une idée de qu'il y a des choses qu'on appelle des sciences. Intuitivement, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord pour dire que c'est des sciences. La physique, la chimie, la biologie. Après, on arrive directement dans des trucs plus compliqués, mais disons, voilà, on a au moins des cas sur lesquels on peut se mettre d'accord. Et il dit, voilà, et puis il y a des cas aussi de trucs qui ne sont pas de la science sur lesquels on est d'accord. On va dire, je ne sais pas, par exemple, que la broderie n'est pas une science, par exemple. Il dit, voilà, c'est assez clair que ce n'est pas une science. Et donc, il dit, voilà, on a des cas dans lesquels on a des intuitions, on va dire, ou des croyances pré-théoriques assez claires sur ce qui est une science et ce qui n'est pas une science. Alors, bien sûr, il y a des cas compliqués, sinon on n'aurait pas besoin de chercher un critère. Mais au moins, il y a des cas sur lesquels on est certain, et ça va déjà un premier critère pour différencier les bonnes des mauvaises formulations d'un critère. Un bon critère, c'est celui qui doit respecter au maximum ces sortes de classifications un peu intuitives qu'on a. Mais le deuxième critère, c'est que quand le critère va distinguer un moyen de distinguer entre la science et la non-science, il faut qu'il explique pourquoi la science est bonne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la supériorité de la science, vous voyez? Par exemple, si je dis, oui, non, mais en fait, c'est facile de distinguer la science. La science, c'est ce qui est fait par des gens qui ont une blouse et qui travaillent à l'université ou dans un laboratoire. Vous dites, ouais, c'est un critère, c'est vrai que ça peut peut-être un peu plus ou moins marcher. Bon, alors celui-là, il est un peu caricatural, mais vous pouvez essayer de donner des critères purement institutionnels, comme ça. Vous pouvez dire, voilà, la science, c'est quand c'est fait par un mec qui s'appelle docteur ou qui a un doctorat, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ben là, Laudan vous dirait, ouais, mais du coup, on s'en fout, en fait. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi la science, c'est bon. Pourquoi on doit faire confiance à la science. Donc, si votre critère, il ne nous permet pas d'expliquer pourquoi on doit faire confiance à la science, il n'est pas très utile. Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est à qui on doit faire confiance et à qui on ne doit pas faire confiance. Vous voyez? Donc, il faut que le critère, il mette le doigt sur la différence épistémiquement pertinente entre la science et la non-science. Ce qui explique la supériorité épistémique de la science. Ensuite, il y a la question de la forme du critère. Et là, Laudan discute en disant, mais quelle forme doit avoir un bon critère de démarcation? Et pour lui, il doit donner des conditions nécessaires et suffisantes pour dire que quelque chose est scientifique ou pas scientifique. Pourquoi? Parce que selon lui, et c'est ce qui était déjà implicite dans ce que je viens de dire, le but du critère de démarcation, c'est de nous dire à qui on doit faire confiance, quelles autorités croire, à quel genre de théorie on peut faire plus confiance qu'une autre. Et selon lui, ça, on peut y arriver que si pour chaque théorie, on est capable de définir si c'est une science ou pas une théorie scientifique. Sinon, on serait laissé dans un flou épistémique. Donc on verra que c'est la partie un peu la plus faible de l'article de Laudan. Il y a beaucoup de gens qui vont taper là-dessus. Mais son idée, c'est que ça doit être forcément un critère qui est formulé en termes de conditions nécessaires et suffisantes. Et ces conditions nécessaires et suffisantes, elles doivent nous dire pourquoi ce qui est scientifique est meilleur que ce qui n'est pas scientifique. Alors, ce que va faire Laudan dans un premier temps, c'est de dire, bon, ça c'est le projet, on veut trouver des conditions nécessaires et suffisantes qui nous permettent de distinguer la science de la non-science en respectant nos classifications intuitives et en nous expliquant pourquoi il faut faire plus confiance à la science qu'à ce qui n'est pas de la science. Voilà, ça c'est le projet. C'est comme ça qu'on peut formuler le projet qui se cache derrière la recherche d'un critère de scientificité. Mais est-ce qu'on a réussi à remplir ce projet? Alors Laudan va dire deux choses. Il va dire, jusqu'ici, tout le monde a échoué, et c'est peu probable qu'on réussisse à trouver un critère de scientificité. Alors bien sûr, il s'attaque aux cas les plus célèbres. Il dit, voilà, il y a le vérificationnisme et le falsificationnisme. Donc là, on a vu ce que c'était. Et il dit, voilà, et alors il prend une interprétation faible du vérificationnisme sur laquelle une théorie scientifique en prédiction. Et il dit, voilà, ce critère n'est pas satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont clairement de la pseudoscience qui respectent ce critère. Et ce qu'il dit, c'est par exemple, voilà, la croyance que la Terre est plate, c'est un exemple qu'il prend, c'est une théorie qui est très facilement vérifiable, dans le sens où on peut très bien en tirer des prédictions qui peuvent être vérifiées. Si vous prenez des prédictions un peu triviales. Je ne sais pas, par exemple, dans le modèle de la Terre plate, le soleil se lève vous allez voir le soleil se lever tous les matins. Vous allez avoir l'impression que la Terre est plate. Bref. Donc, un autre exemple que prend Laudan, c'est aussi l'astrologie. Donc, vous voyez, sa critique du cercle de Vienne, c'est très facile de vérifier des pseudosciences. Et par exemple, pour reprendre un exemple de Popper, si vous prenez
la psychanalyse, bah, elle peut faire des prédictions qui sont vérifiées. Hein. Par exemple, la psychanalyse va prédire que tous les enfants garçons veulent coucher avec leur mère, et bon, bah, il y aura bien un jour un garçon, un jeune enfant qui est en thérapie qui va dire ouais, je voudrais bien coucher avec maman ou dormir avec elle, quoi. Et voilà, pas là, la théorie est vérifiée. Hein. Il y a une prédiction de la théorie qui est vérifiée. Et on avait bien vu que, bon, Popper disait oui, mais ça suffit pas, parce que si le garçon n'avait pas dit qu'il voulait dormir avec sa mère, le psychanalyste aurait très bien pu dire ah oui, mais ça c'est parce qu'il le refoule, c'est parce qu'il le cache, c'est parce qu'il n'ose pas l'exprimer. Donc, mais en tout cas, elle peut être vérifiée dans ce sens-là, vous voyez. Alors, maintenant, quelle est la critique qu'on peut faire, par contre, au falsificationnisme, dont je n'ai pas encore souligné les limites? Bah, le point sur lequel Lodan se concentre, c'est de dire, bon, bah, en fait, c'est aussi la plupart des pseudosciences sont falsifiables, en fait. Hein, Popper nous dit, voilà, mais en fait, si tu regardes le détail des pseudosciences, la plupart sont falsifiables. Donc, par exemple, la Terre plate est facilement falsifiable. Hein. Maintenant, vous savez, il y a des gens qui défendent la théorie de la Terre plate. Hein. Bon, alors, c'est une minorité, hein, c'est pas un gros courant. Et en fait, techniquement, la théorie est assez bien falsifiable. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Je veux dire, dans l'Antiquité, les types avaient falsifié l'idée selon laquelle la Terre était plate en regardant si l'ombre du Soleil à la même heure, enfin, si les rayons du Soleil à la même heure projetaient la même ombre sur différentes parties du globe ou des choses comme ça. Et pourtant, on ne va pas dire que c'est une théorie scientifique. On n'a pas envie de dire que la théorie de la Terre plate est une théorie scientifique. Mais l'exemple sur lequel se concentre Lodan, c'est l'astrologie. Il dit, en fait, si on connaît un peu l'astrologie, si on va au-delà de l'idée que l'astrologie, c'est juste des horoscopes un peu ambigus, hein, ben en fait, l'astrologie, ça fait plein de prédictions qui sont falsifiables. Bon, là, c'est normalement là que j'aurais dû laisser la parole à la personne qui devait intervenir aujourd'hui, qui vous aurait montré à quel point l'astrologie est effectivement falsifiable, comment elle fait des prédictions assez précises sur certains points, et à quel point on peut tester en fait l'astrologie, à quel point elle a déjà été testée. Mais bon, donc ça sera pour la semaine prochaine. Donc déjà, un point contre Popper, celui sur lequel se concentre Lodan, c'est qu'en fait, il y a plein de théories qui sont falsifiables et qui sont des pseudosciences. Donc là, il donne pas mal d'exemples ici. Par exemple, voilà, il dit, voilà, par exemple, les gens qui pensent pouvoir soigner par l'imposition des mains, je ne sais pas, des coupeurs de feu, techniquement, ça pourrait être falsifiable. On pourrait imaginer un protocole dans lequel on pourrait vérifier si, oui ou non, les coupeurs de feu ont effectivement le pouvoir de soigner les gens. Hein. Alors, le problème, c'est que ce ne serait pas hyper éthique. Ça serait assez difficile à mettre en place d'un point de vue éthique. Parce que ça requerrait de faire croire à certains patients qu'il y a un coupeur de feu qui pense à eux et qui est en train d'opérer sa magie, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, bon, ça, c'est un peu... Mais techniquement, du point de vue, si on oublie les complications éthiques, ce serait possible d'imaginer pour ces choses-là des procédés qui permettent de les tester. Hein, pareil pour je sais pas, par exemple, pour tout ce qui est baguettes de sourcier, l'idée que certaines personnes arrivent à repérer les nappes d'eau sous la terre grâce à une baguette, on peut très bien imaginer facilement des procédés dans lesquels on pourrait tester cette idée. Donc voilà, une première critique aux critères de falsification de Popper par Lodan, c'est en fait, il y a plein de pseudosciences qui sont falsifiables. En fait, il y a très peu de choses qui ne sont pas falsifiables, si on va vraiment dans le détail. C'est très très dur de trouver quelque chose qui est absolument infalsifiable. Donc ça, c'est la seule critique que fait Lodan, mais là, je vais ouvrir une parenthèse pour détailler un peu les problèmes du falsificationnisme de Popper en général. Donc là, je sors un peu de Lodan pour faire une critique de Popper plus générale. Donc là aussi, ça va retomber sur des choses que certains d'entre vous ont déjà vues en philosophie des sciences. Et donc, je vais insister sur 4 points. Le premier, c'est que la première critique qu'on fait à Popper, c'est que le falsificationnisme, je vous ai dit qu'il correspondait déjà plus à la pratique scientifique que l'inductionnisme tout à l'heure, mais en fait, il y a quand même encore plein de points sur lesquels il ne décrit pas hyper bien la pratique scientifique et la façon dont les scientifiques ont fait de l'histoire dans l'histoire des sciences. La deuxième, c'est que le falsificationnisme rencontre une limite parce qu'en fait, il suppose que c'est facile de déterminer quand une hypothèse est falsifiée, mais on va voir qu'en fait, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui compte comme falsifier une hypothèse. Il y a même des gens qui défendent la thèse selon laquelle on ne peut jamais vraiment falsifier une hypothèse. La troisième, c'est celle dont j'ai déjà parlé, c'est l'idée que le critère est trop large et il compte comme science des pseudosciences. Et le dernier sur lequel je passerai le plus de temps, c'est qu'en fait, le critère amène à compter comme non scientifique des cas qu'on veut généralement traiter comme de la science. C'est ça que je développerai le plus. Alors, la première critique du critère de falsification sur laquelle le falsificationnisme n'est pas historiquement adéquat,
C'est que dans la méthode que propose Popper, à partir du moment où une théorie fait des hypothèses qui vont être falsifiées, les scientifiques vont abandonner la théorie et en changer, ou alors au moins la réviser en profondeur. Et ce que font remarquer des philosophes des sciences et des historiens des sciences, comme par exemple Thomas Kuhn ou Paul Feyerabend, c'est qu'en fait, non, en général, pas. C'est-à-dire qu'en général, au début, quand un groupe de personnes commence à se regrouper autour d'une théorie scientifique, d'un paradigme scientifique, la théorie, elle rencontre plein de problèmes. Mais c'est des gens qui se disent, oui, il y a plein de problèmes, il y a plein de choses qui vont contre la théorie, mais elle arrive à expliquer 2-3 trucs, donc ça vaut le coup de la développer, même s'il y a des problèmes. Donc un exemple qui est connu en histoire des sciences, par exemple, c'est l'idée que, vous savez, il y a un peu cette idée que le modèle de Ptolémée selon lequel la Terre était au centre du système solaire et le Soleil et les autres planètes tournaient autour de la Terre, rencontrait plein de problèmes parce que pour expliquer les orbites des planètes, en fait, on ne pouvait pas juste supposer qu'elles tournaient en rond autour de la Terre. Il fallait supposer qu'elles faisaient des ronds par-dessus des ronds. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des épicycles ou pas? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de la notion d'épicycle. Alors ouais, je vais essayer d'expliquer ça, mais sans graphe, c'est dur. Donc, ça c'est le système avec le Soleil au milieu du système solaire. Mais imaginez le système de Ptolémée, l'astronomie de Ptolémée, qui était celle où il y avait la Terre qui était quasiment au milieu du système solaire, mais pas vraiment non plus. Déjà, c'était un peu là. Pour expliquer les observations, il devait dire que la Terre était le plus au centre de toutes les planètes, mais elle n'était pas au centre non plus. Donc, c'était déjà pas hyper élégant. Et il supposait que les planètes tournaient en rond autour du Soleil, autour de la Terre. Mais le problème, c'est que quand vous observez les planètes dans le ciel, et ils le savaient depuis l'Antiquité, ce n'est pas un mystère, en fait, les planètes, au cours de l'année, elles ne font pas une trajectoire linéaire. Des fois, elles repartent en arrière. C'est le mouvement de rétrocession, je crois, ou quelque chose là. Et puis elles repartent en avant. Et ça, tout de suite, ça ne colle pas à la théorie selon laquelle elles tournent selon des cercles parfaits autour de la Terre. Puis les types étaient conscients. Donc, ce que Ptolémée avait proposé, l'astronome Ptolémée, c'était que les planètes se baladent sur des cercles qui gravitent en cercle autour du Soleil. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que ça, c'est la trajectoire première, mais c'est la trajectoire que fait un cercle autour duquel tournent les planètes. Est-ce que vous arrivez à visualiser le truc, ou parce que sinon, je dois avoir ça dans une diapo quelque part, un épicycle. Donc, c'est ça qu'on appelait un épicycle, c'est-à-dire c'est que pour sauver les apparences, on devait supposer qu'il y avait des cercles sur des cercles. Et au fur et à mesure que les outils d'observation se sont développés, on observait de plus en plus de décalage entre l'observation et le modèle. Et donc, on va supposer des cercles sur des cercles sur des cercles. C'est ça, les épicycles. En gros, l'idée, c'est que l'épicycle, dans la caricature, c'est un peu l'image même de l'hypothèse ad hoc que vous ajoutez à votre système pour le sauver désespérément. Et il y a une croyance qui est assez répandue selon laquelle, en fait, si la théorie de Copernic était meilleure, donc la théorie de Copernic, c'est celle selon laquelle le Soleil est au milieu et tout tourne autour du Soleil, sauf la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est parce qu'elle permettait de se débarrasser des épicycles. Mais en fait, pas du tout, parce que la théorie de Copernic, c'était que les planètes tournaient en rond autour du Soleil, alors qu'on sait qu'elles ne tournent pas en rond, elles tournent sous forme d'ellipse. Donc en fait, la théorie de Copernic ne correspondait pas du tout à l'expérience non plus, et il y avait des épicycles dans la théorie de Copernic aussi. Donc, c'était une théorie qui ne correspondait pas des masses à l'expérience. Mais quand même, il y a des gens qui se sont enthousiasmés pour la théorie, qui se sont dit « Ok, ça vaut la peine d'être creusé ». Mais clairement, il y avait plein de problèmes à la théorie. Par exemple, un des grands problèmes de la théorie, qui faisait que beaucoup de gens ont préféré la théorie géocentrique pendant longtemps, et pas pour des mauvaises raisons, c'était que, vous savez, si le Soleil était vraiment, si c'était vraiment la Terre qui tournait autour du Soleil, le mouvement autour de la Terre du Soleil fait qu'on devrait observer des différences dans la position des étoiles par rapport au Soleil au cours de l'année. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. C'est hyper dur à expliquer, mais disons que, imaginez par exemple que vous êtes en train de regarder un paysage et qu'il y a un clocher ici, devant vous, et derrière le clocher, il y a un sommet de montagne. Okay, juste bien droit de vous. Si vous vous mettez d'un côté du clocher, vous allez voir le pic de la montagne d'un certain côté du clocher, et puis si vous passez de l'autre, vous allez le voir de l'autre côté. Enfin, un truc comme ça. Donc, de la même façon, si la Terre tourne autour du Soleil, de temps en temps, la Terre elle est de ce côté-là du Soleil, de temps en temps, elle est de ce côté-là.
Et du coup, ça veut dire qu'il y a des étoiles que de temps en temps, on va voir plutôt de ce côté-là et de l'autre plutôt de ce côté-là. Enfin, vous voyez, un peu ce genre d'idée. Et le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'on observait. Pourquoi ce n'est pas ce qu'on observait? Parce que les étoiles, en fait, sont tellement loin de la Terre qu'en fait, il faut des appareils hyper précis pour observer ce petit décalage. Mais à l'époque, on n'avait pas les appareils, et donc on se disait, mais c'est pas possible, en fait. Ça réfute la théorie géocentrique, la théorie héliocentrique. La théorie géocentrique est beaucoup plus économique, parce que pour que la théorie héliocentrique puisse expliquer ça, il faut qu'elle postule que les étoiles soient super, super, super loin de la Terre. Pourquoi postuler ça, quoi? Donc, vous voyez, la théorie héliocentrique avait plein de problèmes, et pourtant, il y a des types qui se sont dit « Ouais, non, ça a quand même l'air d'être une bonne théorie, on va continuer à bosser dessus. » Et du coup, ils l'ont améliorée, et au final, elle a réussi à accumuler tout un tas d'observations. Mais vous voyez qu'elle était falsifiée dès le début, d'une certaine façon. C'est ça que défendent Kuhn et Feyerabend, c'est de dire « Non, mais en fait, les scientifiques, ce n'est pas des gens qui disent « Oh zut, ma théorie ne correspond pas aux données. » je vais en changer, c'est des gens qui disent « Ah mince, ma théorie ne correspond pas aux données. Bon, c'est pas grave, je vais voir quand même ce que ça donne, si je la poursuis. » Voilà. Donc ça, c'est la première limite du falsificationnisme. Donc, par exemple, un autre exemple qui est assez connu, qui est beaucoup utilisé dans l'histoire des sciences, c'est la découverte de Neptune au 19e siècle, je crois. C'est l'idée que, en fait, la théorie newtonienne et la théorie héliocentrique, donc toute la science qui avait été développée, faisait des prédictions assez bonnes sur la trajectoire des planètes, mais la trajectoire d'Uranus, en fait, collait pas aux prédictions de la théorie. Et du coup, est-ce que les gens ont abandonné la théorie newtonienne? Est-ce qu'ils ont abandonné ces théories? Non, il y en a un qui s'est dit « Ah ouais, non, mais en fait, on peut expliquer ça si on suppose qu'il y a une planète qu'on ne connaît pas qui est cachée quelque part. » Le truc a l'air totalement l'excuse inventée, vous voyez, c'est genre, non, moi je peux sauver ma théorie si je suppose qu'il y a une planète. D'ailleurs, je peux même calculer exactement où elle est pour sauver la théorie. Donc c'est le mathématicien Leverrier qui a fait ça, qui a dit, voilà, je peux sauver la théorie de Newton et la réconcilier avec l'orbite d'Uranus si je suppose qu'il y a une planète qui se trouve à cet endroit-là. Et en fait, il y a un astronome ensuite qui a pris les calculs et qui a observé l'endroit qui était désigné par les calculs et qui a vu qu'il y avait effectivement une planète. Donc c'était Neptune, qui a été du coup baptisé Neptune, même si Leverrier a fait beaucoup de forcing pour qu'on l'appelle Leverrier, mais ça ne s'est jamais fait. Et du coup, l'idée, c'est que là encore, les types n'ont pas abandonné leur théorie quand la théorie a abandonné le test. Non, ils se sont dit « Ah, mais attends, on peut peut-être sauver la théorie d'une façon ou d'une autre. » Donc vous voyez, ça garde toujours l'idée selon laquelle, en fait, l'observation n'est pas première. Les gens arrivent avec une théorie, qui était celle de Popper, mais par contre, ça oublie l'idée selon laquelle tout de suite, les gens vont vouloir abandonner la théorie si celle-ci ne correspond pas à l'expérience. Donc d'autres exemples aussi, c'est par exemple Darwin, quand il a proposé sa théorie de l'évolution, il disait bien ouais, ma théorie, elle est super cool, mais j'arrive pas à expliquer ça, quoi. La queue du paon. Parce que clairement, la queue du paon, c'est un truc qui handicape le paon, qui réduit ses chances de survie. Je vois vraiment pas comment la sélection naturelle aurait pu donner la queue du paon. Mais son idée, c'était que la théorie, elle marchait quand même bien pour tout un tas d'autres trucs. Donc, en attendant de trouver une explication pour la queue du paon, ça valait quand même le coup de défendre la théorie, vous voyez. Effectivement, des années plus tard, il a proposé une explication pour la queue du paon. Mais ça lui a pris des années, quoi. Mais il n'a pas du coup abandonné son hypothèse. Il s'est dit, bon, je verrai plus tard. Pour l'instant, je garde ce qui marche, quoi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, cette critique du falsificationnisme, elle est liée à une autre critique qui est ce qu'on appelle la thèse d'Uehme-Quine, parfois en philosophie des sciences. Et c'est l'idée qu'en fait, on ne peut jamais dire avec certitude qu'une théorie a été falsifiée. Pourquoi? Parce que quand on tire une prédiction d'une théorie et qu'on teste cette prédiction, en fait, la prédiction elle est générée par la théorie combinée avec un certain nombre d'hypothèses auxiliaires. Alors, pour vous donner un exemple assez clair de ce que ça veut dire, c'est par exemple, ça commence à être vieux, je crois, parce que c'était il y a une dizaine d'années, quand ils ont lancé le CERN, donc près de Genève, un des premiers trucs qui a filtré, une des premières découvertes qui a filtré, qui a été repris dans toute la presse, c'est celle-là, c'est que les types du CERN avaient observé des neutrinos qui se déplaçaient plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, je ne sais pas à quel point vous connaissez un peu la physique, mais disons que si on observait quelque chose qui pouvait se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, ça violerait tous les principes de la relativité, en fait. Donc, vous voyez, c'est grosse découverte.
En fait, les types se sont plutôt dit, ils n'ont pas publié d'articles scientifiques pour dire waouh, on a réfuté Einstein. Non, ils se sont dit bon, peut-être qu'on a merdé quelque part en fait, tout bêtement. Et effectivement, quelques semaines et mois après, hein, ils ont dit voilà, mais en fait, c'est juste qu'on avait un câblage défectueux dans notre appareillage. Donc en fait, la théorie n'a pas été du tout falsifiée par l'observation. Hein. Voilà, on a pu sauver la théorie. On a une observation, on a observé les trucs aller plus vite que la lumière. On a une théorie sur laquelle rien ne doit aller plus vite que la lumière, mais on peut réconcilier la théorie, l'observation avec la théorie en disant oui, mais en fait, l'observation n'était pas bonne. Hein, les appareils de mesure étaient pourris, tout ce que vous voulez. Bon, l'idée de la thèse du N-Quine, c'est qu'en fait, en droit, hein, du point de vue purement logique, pas du point de vue psychologique, on peut toujours faire ça. Quelle que soit l'observation qu'on a qui contredise notre théorie, il y a toujours un moyen de se dire, de trouver une hypothèse auxiliaire qu'on peut bidouiller pour essayer de sauver la théorie. Alors, bien sûr, il y a des disciplines où c'est plus facile que d'autres. Hein. Par exemple, en psychologie, c'est hyper facile. Alors, comme je travaille en psychologie, je peux vous le dire, mais par exemple, si vous avez l'idée que, je sais pas, les gens sont plus agressifs quand ils sont en colère, vous pouvez faire une expérience dans laquelle vous demandez aux gens de penser à quelque chose qui les a mis en colère, puis après, vous faites un test qui mesure leur agressivité. Voilà. Et puis, si jamais l'expérience ne marche pas, vous pouvez vous dire ouais, mais ça se trouve, en fait, l'idée de juste le fait de leur demander de se rappeler quelque chose qui les a mis en colère, ça ne suffit pas à les mettre assez en colère. Donc, du coup, vous pouvez sauver la théorie, même si vous n'avez pas observé d'effet de votre expérience sur l'agressivité. Vous pouvez dire, en fait, c'est mon expérience qui était mal faite. Ce n'est pas ma théorie, c'est l'expérience qui était mal bidouillée. Alors, il y a des disciplines dans lesquelles c'est beaucoup plus facile à faire que d'autres. Comme je disais, la psychologie, c'est très facile, mais on verra ça quand on abordera les problèmes de la mauvaise science. Mais voilà, donc, ce que dit des gens comme Quine, c'est qu'en fait, du coup, c'est très dur de savoir quand est-ce qu'une théorie est falsifiable ou quand est-ce qu'elle n'est pas falsifiable. Parce que, théoriquement, on peut toujours protéger une théorie de la falsification. Donc, les exemples que Quine utilise, c'est, par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il est capable de prédire, de communiquer avec les morts pour avoir des informations, il peut vous dire oui, là, ça n'a pas marché, mais c'est parce que vous étiez dans la pièce, puis ça fait des mauvaises ondes. Ça a perturbé ma connexion avec l'au-delà, par exemple. Et on voit très bien que c'est foireux comme excuse, mais ce que Quine dit, c'est que, mais en fait, c'est pas fondamentalement différent de la plupart des choses que feraient les scientifiques. Par exemple, quand ils disent non, mais en fait, on n'a pas réfuté la relativité, mais c'est parce qu'on a, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui marchait pas dans la méthode de mesure. D'une certaine façon, c'est la même démarche. Bon, la différence, c'est qu'après, bon, eux, ils vont essayer de le vérifier empiriquement, mais vous voyez que l'idée, c'est qu'on peut toujours défendre une théorie contre une observation. Donc, juste dire qu'une théorie doit être, juste dire qu'on va chercher à falsifier une théorie, c'est pas suffisant. Il faut comprendre quand est-ce qu'une observation compte vraiment comme une falsification ou pas. Donc, si vous vous intéresse ces questions sur la falsification et le fait qu'on peut toujours protéger une théorie de l'expérience, il y a ce bouquin qui va bientôt paraître, qui est la traduction de The Web of Belief de Quine et Julian. Donc là, c'est moi qui l'ai traduit, donc c'est un placement de produit, mais je ne touche pas de droit d'auteur, donc voilà, c'est un placement de produit purement bénévole. C'est un petit bouquin d'introduction assez simple de Quine qui essaie d'expliquer ce que c'est le raisonnement scientifique, et donc il insiste beaucoup sur l'idée, c'est là-dedans qu'il a ce genre de phrase sur laquelle, en fait, on teste une théorie, quelque chose, on teste en fait l'ensemble de nos croyances. C'est-à-dire qu'on peut toujours sauver une théorie en bidouillant une autre partie de l'ensemble de nos croyances. Par exemple, si vous pensez qu'un médicament marche et puis qu'on vous donne plein de méta-analyses et de rapports scientifiques selon lesquels ça ne marche pas, vous pouvez toujours vous dire mais en fait, tous les scientifiques sont payés et corrompus et ils truquent leurs résultats. Et vous aurez protégé votre croyance contre les résultats scientifiques, par exemple. Ce que dit juste Quine, c'est qu'à partir d'un moment, vous allez flirter avec la folie, quoi. Si vraiment vous êtes prêt à tout changer pour défendre une hypothèse, vous êtes clairement dans un état d'esprit qui est assez dangereux, mais logiquement, c'est possible. Vous pouvez toujours protéger vos croyances de la falsification. Mais il faut être prêt à payer un prix assez énorme du point de vue épistémique. Donc, la troisième critique qu'on peut faire au critère de Popper, c'est qu'il est trop inclusif. Attendez, je regarde juste l'heure, en fait. Voilà. Et la quatrième, c'est que le critère n'est pas assez inclusif. C'est que le critère de Popper semble exclure des cas assez clairs de science. Par exemple, il exclut les mathématiques. Alors, il y a des gens que ça ne dérange pas, mais il y a des gens pour qui dire que les maths, ce n'est pas de la science, c'est un problème. Mais ça, c'est un cas tellement controversé que je ne vais pas en parler.
Par exemple, Popper est très connu pour avoir dit, bon, mais en fait, la théorie de l'évolution, c'est pas une théorie scientifique, c'est un programme de recherche métaphysique. Pourquoi? Eh bien parce que selon lui, donc il distingue deux parties dans la théorie de l'évolution, qui c'est assez simple à distinguer. C'est la partie de l'évolution qui parle du mécanisme de la sélection naturelle et la théorie selon laquelle l'histoire du vivant sur Terre est expliquée par la sélection naturelle. Hein, donc il y a une thèse qui est historique, c'est l'idée que le vivant tel qu'il est aujourd'hui est dû à la sélection naturelle, et il y a la théorie de la sélection naturelle comme mécanisme elle-même, et donc c'est la théorie de la sélection naturelle comme mécanisme elle-même que Popper n'a jamais voulu reconnaître comme scientifique, parce que selon lui, c'est quoi l'idée principale de la théorie de la sélection naturelle? C'est l'idée que les gènes qui permettent à l'individu de plus répandre leurs gènes vont plus se répandre. Quelque chose comme ça. Et donc il va dire, oui, mais ça c'est quasiment tautologique en fait. C'est une vérité logique. Et donc une vérité logique, c'est quelque chose qui est vrai par définition, et donc ça ne peut pas être falsifié. Donc du coup, en fait, le cœur de la théorie de l'évolution, c'est quelque chose qui n'est pas falsifiable, parce que c'est quasiment vrai par définition, et donc c'est pas scientifique, c'est un cadre métaphysique qui va permettre de générer des hypothèses scientifiques sur certains points, mais le cadre lui-même, pour lui, était métaphysique. Alors c'est important de bien noter que pour lui, ça ne veut pas dire que c'était faux, et ça ne veut pas dire que c'était mal, en fait. Hein. Il était tout à fait d'accord pour dire que c'était un cadre supérieur, par exemple, je sais pas, au créationnisme. C'était même quelque chose de très puissant et d'admirable, la théorie de l'évolution. Mais il ne voulait juste pas dire que c'était scientifique. Vous voyez. Alors, pour prendre des exemples un peu plus parlants, il faut voir que justement, une réponse classique à Popper consiste à dire, mais si la théorie de l'évolution, c'est super falsifiable. Et il y a une phrase qui est très connue, c'est celle-là, voilà, on raconte qu'un jour, qu'on lui demandait s'il était possible d'imaginer une preuve qui contredirait la théorie de l'évolution, le biologiste J.B.S. Haldane avait grommelé d'un ton laconique, il faut cela très bien. Une période géologique qui a pris fin il y a 542 millions d'années. Alors, elle est fameuse, cette citation, mais elle est attribuée à différentes personnes selon les sources. Donc, voilà. En tout cas, vous voyez, l'idée, c'est clair que c'est falsifiable, la théorie de l'évolution, parce que si jamais on trouvait que dans les couches les plus anciennes les couches les plus anciennes de roches, on trouvait des fossiles d'êtres vivants contemporains, on falsifierait la théorie de l'évolution. Alors, bon, c'est naïf pour deux raisons. La première, c'est que sans doute, si jamais on trouvait un fossile de lapin dans une couche très ancienne, le premier réflexe des biologistes, ce ne serait pas de se dire, bon, la théorie de l'évolution est fausse. Le premier réflexe des biologistes, c'est de se dire, mais mon Dieu, quel événement géologique étrange a pu se produire pour qu'on trouve un lapin si profondément dans le sol? Donc ça, c'est le problème de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on peut essayer de se dire, non, mais en fait, on peut sauver la théorie en postulant qu'il y a eu un truc très bizarre qui s'est passé pour trouver des lapins dans le Précambrien. Et surtout, en fait, ça ne compte pas comme falsifiable au sens de Popper. C'est ça qui est important de comprendre. Pour Popper, l'idée, c'est qu'une théorie est falsifiable quand on peut imaginer un test qui permet de la mettre à l'épreuve. Là, tout de suite, je peux dire, voilà, je vais tester ma théorie. Hein. Il faut bien retenir que pour Popper, une observation ne prouve la théorie que si son contraire aurait pu falsifier la théorie. Hein, vous voyez? Et là, ça, déjà, ça ne compte pas comme une falsification au sens de Popper, parce qu'effectivement, on peut imaginer une observation qu'on ferait un jour qui viendrait contredire la théorie de l'évolution, vous voyez. Mais on ne peut pas tester cette théorie. On ne peut pas se dire, voilà, je vais fouiller dans cette strate, et si je ne trouve pas de lapin, ça va constituer un test, une preuve de la théorie de l'évolution. Vous voyez, ça serait assez bizarre de dire, voilà, j'ai fouillé dans des vieilles roches, je n'ai pas trouvé de lapin, d'ailleurs, j'ai rien trouvé. Ça montre bien la vérité de la théorie de l'évolution. Donc ça ne compte pas comme un test. Il faut donc distinguer falsifiable, il faut distinguer deux sens de falsifiable. Il y a falsifiable dans un sens très faible, qui est, on peut imaginer quelque part une observation qui viendrait falsifier la théorie, et la falsifiabilité au sens de Popper, où la science, elle avance par des tests, où on cherche à falsifier la théorie. Et donc une théorie, elle est scientifique, on peut vraiment la tester sur demande. Par exemple, dans ce sens-là, on pourrait dire, en fait, l'athéisme, l'idée que Dieu n'existe pas, c'est une théorie scientifique. Après tout, je peux imaginer qu'un jour, Dieu décide de débarquer chez moi pour me faire démonstration de sa toute-puissance. Du coup, je peux imaginer
je peux imaginer un événement qui viendrait falsifier l'athéisme, vous voyez. Ou par exemple, on pourrait dire, voilà, le monothéisme est falsifiable. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un jour, il y ait 3 dieux qui décident de me rendre visite d'un coup en même temps et de me faire part de leur existence, et du coup, j'aurais falsifié le monothéisme, vous voyez. Mais vous voyez que ce n'est pas falsifiable dans le même sens où la physique est falsifiable. Vous ne pouvez pas aujourd'hui décider de la tester. Mais surtout, ce qui est important, c'est cette idée de Popper, qui est selon laquelle, vous voyez, un test ne peut prouver, ne peut corroborer une théorie que si l'observation inverse avait falsifié la théorie. Vous vous rappelez, c'était comme ça qu'il essayait de rejeter la psychanalyse ou la psychologie individuelle comme théorie scientifique. Il disait, oui, il y a des observations qui collent à ce que prédit la psychanalyse, mais si la personne, voilà, donc si le psychanalyste observe un enfant qui dit qu'il veut dormir avec sa mère, ça corrobore, ça a l'air de prouver la théorie. Mais si le psychanalyste avait pas si le petit garçon n'avait pas dit qu'il voulait dormir avec sa mère, ben, le psychanalyste n'aurait pas falsifié sa théorie. Il aurait dit, bon, ben, c'est quand même compatible avec ma théorie. C'est juste qu'il ne le dit pas, vous voyez. Du coup, pour éviter ça, Popper avait cette idée selon laquelle, bon, ben, une observation ne prouve une théorie que si son contraire aurait falsifié la théorie. Et en fait, ça ne marche pas du tout pour la biologie de l'évolution en général, comme idée. Alors, je vais vous prendre 2 exemples qui sont tirés de ce livre-là, hein, qui est un livre que j'ai aussi traduit. Voilà, c'est encore du placement de produit, qui est sur les preuves en faveur de la théorie de l'évolution, et qui montre, à mon avis, 2 exemples qui sont tellement beaux de prédictions que fait la théorie de l'évolution et qui ont été vérifiés qu'on a vraiment envie de dire que ça, c'est vraiment des bonnes preuves de la théorie de l'évolution. Mais en fait, si on prend un cas popperien, ça ne compte pas comme des preuves de la théorie de l'évolution. C'est là que c'est emmerdant. Donc, par exemple, le premier exemple, c'est le suivant. Hein. Comment ces anciens poissons, donc là, on parle des premiers poissons qui sont sortis de l'eau, hein, vous savez, pour donner naissance aux animaux terrestres ensuite, comment ces anciens poissons ont-ils évolué de façon à survivre sur Terre? Telle était la question qui fascinait ou plutôt obsédait mon collègue de Chicago, Neil Shubin. Neil avait passé des années à étudier comment les nageoires avaient évolué pour donner des membres et était déterminé à comprendre les toutes premières étapes de cette évolution. C'est ici que la prédiction entre en scène. S'il y avait des poissons à nageoires lobés mais pas de vertébrés terrestres il y a 390 millions d'années et des vertébrés terrestres dignes de ce nom il y a 360 millions d'années, où vous attendriez-vous à trouver les formes transitionnelles? Quelque part entre les deux. Jusque-là, vous voyez un peu... Sur la base de cette logique, Shubin fit la prédiction que si des formes transitionnelles entre les poissons et les poissons classiques puis les poissons à pattes, donc si ces formes transitionnelles existaient, leurs fossiles devraient se trouver dans une strate vieille de 375 millions d'années. De plus, les roches en question devraient provenir d'étendues d'eau douce plutôt que de sédiments marins, sachant que tant les poissons à nageoires lobés les plus récents que les amphibiens, les plus anciens, vivaient en eau douce. Donc après, sur la base de cette prédiction, le type prend une carte, il cherche des endroits où on peut accéder à des strates vieilles de 375 millions d'années et qui étaient proches d'étendues d'eau douce à cette époque-là. Et il se dit, bon, ben, je vais chercher des fossiles de poissons dans cet endroit-là. Et sur la base de cette prédiction, après avoir trouvé, il trouve effectivement un fossile de forme intermédiaire, c'est-à-dire de poissons dont les nageoires ne sont pas encore des pattes, mais sont déjà plus proches des pattes que les nageoires qu'on connaissait jusqu'ici. Donc là, vous vous dites, c'est très très beau parce que le type, juste sur la base de connaissances qu'on avait, qu'il y avait des poissons à pattes à telle période et des poissons à nageoires à telle période, il allait chercher entre les deux à un endroit bien précis pour des raisons bien précises et il a trouvé le poisson, puis ça a l'air d'être un succès de la théorie de l'évolution, vous voyez. Alors on a comment vous dire, c'est une belle histoire, ça apporte une preuve en faveur de la théorie de l'évolution. Mais le problème, c'est imaginez que le type ait fait des recherches pendant plusieurs années à cet endroit-là et qu'il n'ait pas trouvé de fossiles de poissons de forme intermédiaire. Est-ce que le fait qu'il n'en ait pas trouvé aurait prouvé qu'il n'y avait pas de forme intermédiaire et que la théorie de l'évolution échouait? Bah, probablement pas. Probablement pas, parce qu'en fait, on n'est jamais sûr que les espèces qui existent aient laissé un fossile. C'est rare, un fossile. Et puis, ils sont détruits au cours du temps par les chamboulements de la Terre. Donc, il se pourrait très bien que cette espèce ait existé sans laisser aucune trace fossile qu'on puisse trouver. Ou que la trace fossile n'ait pas été à l'endroit où lui l'aurait cherché. Donc là, on a un cas où le type a découvert le poisson, donc ça a l'air de confirmer, de renforcer la théorie de l'évolution. Hein. Mais s'il n'avait pas trouvé le poisson, ben on aurait dit tant pis. On n'aurait pas dit que ça falsifiait la théorie de l'évolution. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc du coup, pour Popper, ça devrait dire, non mais du coup, ça, c'est pas une preuve scientifique. Hein, ça, c'est un peu comme le psychanalyste qui verrait l'enfant dire qu'il a envie de dormir avec sa mère.
il verrait ça comme une preuve de sa théorie, mais s'il avait observé le contraire, il n'aurait pas révisé sa théorie. On n'a quand même pas l'impression que c'est pareil, vous voyez. Donc là, on a une science qui procède par vérification et pas par falsification. C'est-à-dire il a une hypothèse, le fait que l'hypothèse est vérifiée donne quand même beaucoup de preuves en faveur de la théorie de l'évolution, mais le fait que sa prédiction selon laquelle il trouverait un fossile ici se réalise pas, n'aurait pas posé de problème à la théorie de l'évolution. Parce que tout le monde est d'accord avec ça. Donc après, bon, là, il y a un autre exemple que je vous laisserai lire, c'est, juste pour résumer, c'est que, bon, bah, il y a des marsupiaux, les marsupiaux sont un ordre animal, on en trouve en Australie, en Afrique et en Amérique du Sud, et du coup, il y avait des hypothèses selon lesquelles les marsupiaux étaient partis d'Amérique du Sud, puis avaient migré en Australie, en passant par l'Antarctique, qui à ce moment-là était entre les deux. Donc les types se sont dit, bon, bah, on va aller chercher en Antarctique des fossiles de marsupiaux, du coup, selon cette théorie, et ils en ont trouvé. Ce qui est aussi une très belle performance, et avouez que c'est assez joli. Mais là encore, pour Popper, ça ne devrait pas être compté comme quelque chose qui corrobore la théorie, parce que si on n'avait pas trouvé les marsupiaux, bah, on aurait dit, bon, bah, c'est peut-être qu'on n'a pas assez bien cherché, ou peut-être peut-être qu'il n'y en a pas et ça n'a pas laissé de traces, quoi. Voilà, donc ça c'est un des problèmes de la théorie de Popper, c'est que quand Popper dit que la théorie doit être falsifiable, c'est que les seules choses qui permettent de corroborer une théorie, c'est des tests qui permettraient aussi de la falsifier. Et on voit que ça ne marche pas, par exemple, pour ces exemples dans la biologie, et du coup, vous pouvez transposer ça à d'autres sciences, comme l'histoire, par exemple. Toutes les choses, c'est très dur de falsifier historiquement. Par exemple, si vous vous dites, voilà, peut-être qu'il y avait une route commerciale entre tel pays et tel pays à tel siècle, et puis je vais faire des fouilles pour chercher, je sais pas, des restes qui montreraient qu'il y a bien eu des transits commerciaux et des échanges commerciaux. Si vous trouvez quelque chose, si vous trouvez quelque chose qui colle à cette théorie, c'est une bonne démonstration de votre théorie. Mais si vous trouvez rien, c'est très dur d'en conclure que vous avez tort, vous voyez. Donc voilà, la théorie de la falsification, elle n'est pas assez inclusive puisqu'elle est vraiment calquée sur le modèle de la physique et de la chimie, quoi. C'est l'idée que c'est des lois universelles que vous pouvez tester, vous pouvez en faire des prédictions très précises et vous pouvez les tester immédiatement. Mais il y a plein de domaines de la connaissance, dont la biologie, pour lesquels cette vision ne marche pas tout le temps. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est bon. Voilà, donc par exemple aussi, un autre exemple, c'est bon, ben, toutes les découvertes archéologiques ou paléontologiques. Bon, la personne qui a découvert Lucie a fait progresser la paléontologie. Mais bon, si elle ne l'avait pas trouvé, voilà, on n'aurait rien réfuté. Ce n'est pas quelqu'un qui a avec une théorie à réfuter, c'est quelqu'un qui a trouvé un truc, puis ça donne des raisons d'accepter des théories. Voilà, donc il y a plein de raisons de refuser le critère de falsification. Et maintenant, si on retourne à Laudane, il dit, voilà, les critères vérificationnistes et falsificationnistes échouent pour plein de raisons que j'ai mentionnées. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres critères? Il dit, voilà, il y a déjà plein de philosophes qui sont en train de proposer d'autres critères, comme quoi une théorie scientifique, c'est une théorie qui est féconde, c'est-à-dire qui grandit, qui permet de faire de nouvelles découvertes, ou c'est quelque chose qui accumule du savoir avec le temps, ou c'est quelque chose qui non seulement était stable, mais a été testé à plein de reprises et a survécu à ces tests-là. Et là, Laudane a un argument, on va dire, massu, qui est de dire, oui, mais en fait, tous ces critères de scientificité, ils s'appliquent très bien à plein de champs qu'on appellerait non scientifiques. Il dit, voilà, toutes les formes d'artisanat, toutes les formes de savoir-faire, par exemple, l'histoire, qui pour lui n'est pas considérée comme une science, l'histoire de la littérature, plein de choses, en fait. Il y a plein de connaissances, comme ça, qui s'accumulent, qui ont ces caractéristiques-là, mais qui ne correspondent pas à la science telle qu'on cherche à la définir, qui est cette activité particulière qui a été créée avec la révolution scientifique. Donc il dit, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aura un critère, mais ça me semble bizarre qu'il puisse y avoir un critère qui arriverait à distinguer la science de toutes ces formes de recherche de connaissances qui ne sont pas de la science, mais qui ont l'air légitimes. Et ça nous amène en fait à une autre question qui est, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on veut un critère de démarcation? À quoi ça sert? Donc l'idée, c'est... donc là, on revient à la troisième question de Laudane qui dit, voilà, en fait, quand on cherche un critère pour distinguer la science de la non-science, c'est parce qu'on a envie de pouvoir qualifier des choses de pseudo-science. Voilà. On en a très envie. Il dit, voilà, le label de pseudo-science, c'est une machine de guerre, c'est pas anodin. C'est quelque chose qui est utilisé dans des polémiques
pour ridiculiser ou rejeter tout un pan de la recherche, plein de domaines, en fait. Par exemple, voilà, il dit Popper, pourquoi est-ce qu'il recherchait un critère? C'est parce qu'il voulait des raisons de rejeter Marx et Freud. Donc, en fait, dire que quelque chose est pseudo-scientifique, c'est quelque chose qui guide des actions, qui doit justifier un rejet, qui doit justifier de ne pas prendre ça au sérieux, de ne pas l'enseigner à l'école, de ne pas le financer. Ok? Il dit, voilà, ça c'est le but du critère de démarcation. Mais ce qu'il dit, c'est, du coup, en fait, le critère qu'on devrait utiliser pour justifier le rejet de certaines théories, de certains domaines, pour justifier le fait de ne pas les prendre au sérieux, de ne pas les financer, de ne pas les supporter, ça devrait être un critère qui est épistémique. Ça devrait être un critère qui nous permet de distinguer entre les théories qui sont vraies, les connaissances qui sont vraies, et des choses qui sont faux ou juste de l'opinion. Et voilà, ça c'est un critère épistémique. Mais il dit, mais voilà, en fait, le problème, c'est que la recherche d'un critère entre science et non-science, il est présenté un peu, selon lui. Selon lui, il dit, voilà, les philosophes qui recherchent le critère entre science et non-science, ils ont dans l'esprit que le critère entre science et non-science, c'est justement celui qui va nous permettre de distinguer les activités qu'on doit promouvoir, financer, défendre, des activités ou des théories qu'on doit rejeter. Mais il dit non, le critère entre ce qu'on doit accepter et ce qu'on doit rejeter, c'est le critère entre les théories qui ont été justifiées par des bonnes raisons épistémiques, ou alors les théories vraies ou les théories solides, et les théories pas solides, les théories fausses ou les théories qui sont juste de l'opinion. Il dit ça, c'est un critère qui est intéressant. Mais le critère entre science et pseudoscience, c'est complètement autre chose en fait. Pourquoi ? Comme il dit, c'est parce que par exemple, il y a des théories qui sont considérées comme scientifiques par ces critères qui sont en fait juste fausses ou qui sont juste de la spéculation. Par exemple, si on prend des théories, la théorie des cordes, c'est une théorie scientifique, mais disons qu'on n'a pas vraiment de raison expérimentale de l'accepter. Ou peut y avoir des théories scientifiques qui sont en compétition. Donc ce sont des théories scientifiques qui sont défendues par des scientifiques sérieux, mais on ne sait pas du tout si elles sont vraies, vous voyez. À l'inverse, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas scientifiques et pour lesquelles on est tout à fait convaincu. On a de très bonnes raisons d'accepter. Il dit, voilà, je sais pas, si je regarde, si je demande à quelqu'un qui fait du droit de m'enseigner, de me renseigner sur les lois du pays, il me donnera des informations. Est-ce que c'est scientifique ? Pas au sens de Popper, c'est pas vraiment... Mais voilà, il y a plein de connaissances qui ne sont pas scientifiques. Le fait que je sache que j'existe, par exemple, c'est une connaissance, on va dire, philosophique, ça a été prouvé par Descartes. C'est pas scientifique, mais bon, c'est quand même solide, quoi. Donc, ce qu'il dit, c'est voilà, il y a une erreur il y a une sorte d'erreur fondamentale dans le projet d'un critère de démarcation, qui est cette idée que on veut un critère qui nous permette de justifier le rejet de certaines théories ou de certains domaines de recherche, et qui nous permette de dire que certaines théories et certains domaines de recherche sont meilleurs que d'autres. Mais le critère, la distinction entre science et non-science, il ne nous fournit pas ce critère, en fait. Parce qu'il y a plein de non-sciences qui est épistémiquement très valide et très bien établie, et il y a plein de sciences qui est un petit peu douteux, ou en tout cas qui est encore très spéculatif, vous voyez. Et du coup, ce qu'il dit, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les théories qui sont valides, quelles sont celles qui ont des bonnes raisons. C'est le fait de savoir si c'est scientifique ou pas. En fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est quoi l'intérêt de se demander si quelque chose est une science ou n'est pas une science ? Voilà. Du coup, la conclusion de Laudane, c'est ça, c'est en fait, on n'a aucune bonne raison de chercher un critère entre science et pseudoscience, entre science et non-science, parce que déjà, c'est pas sûr qu'on y arrive, et ensuite, si on y arrivait, il ne pourrait pas remplir la fonction pour laquelle on cherche ce critère-là, qui était de nous fournir une justification épistémique pour accepter certaines choses et ne pas accepter certaines d'autres choses. C'est pour ça qu'il dit, voilà, du coup, en fait, les termes pseudosciences et non-science, enfin, unscientifique, on devrait les retirer de notre vocabulaire. Pourquoi ? C'est juste des mots creux de la rhétorique, en fait, qui expriment juste des émotions. C'est juste un rejet, mais ça n'a pas vraiment de contenu cognitif très intéressant. C'est juste pour dire Burke, quoi, j'aime pas ça. Mais ça n'a pas plus d'intérêt. Voilà. Et il dit, voilà, le fait de savoir si quelque chose est scientifique ou pas, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est si c'est bien établi ou pas.